Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 et on a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle DMG TV, histoire mystique exclusive, et là-bas on poste tous les 15h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici on parle d'histoire mystique. Voilà. Aujourd'hui on va écouter des histoires mystiques. Donc s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous. Je reprends l'histoire pour que tout le monde puisse bien attendre. Donc, je disais que mon histoire, c'est une histoire de ma tante. Disons la cousine à ma maman, la cousine à ma mère. Elle disait qu'elles avaient une cousine à la maison qui était quittée au village en Guinée pour venir. Parce que ma grand-mère recevait toutes sortes de familles. C'était les anciennes constructions avec des grands salons. Tu peux recevoir plus de 20 à 30 personnes même. Les chambres sont grands. Donc, elle disait qu'elle avait plusieurs cousines qui venaient rester chez eux là-bas. Moi, j'étais très petite. Donc, elle dit qu'elle avait une cousine. On va la surnommer Fatou. Fatou aimait sortir beaucoup. Quand elle est venue, elle s'est chaud qui était dans sa tête. Elle s'est plaquée, portait les bas des flancs dans les anciens temps là. Elle sortait bien. Maman dit elle vendait beaucoup dans la journée. Elle vendait des bissap, des jus de gingembre. Parce que ma grand-mère avait beaucoup de frigos. C'est commerce des frigos et je faisais. La nuit aussi, elle vendait des bananes, des oranges, qu'elle n'avait pas le temps de se promener comme les autres. Donc, c'est elle qui était toujours allée. Chaque jour, elle va se promener. Elle est restée dans ça jusqu'à elle est tombée enceinte. Elle ne se lavait pas vite. Quand elle quitte dans ses promenades, là, même si c'est minuit, 1h, elle rentre, elle va se laver. La douche se trouvait dans la cour. Elle sort, elle va se laver. Au moment où tout le monde est couché, elle va se laver. Étant enceinte encore, elle faisait même procédure là encore. Elle se lavait la nuit, tard la nuit, puisqu'elle ne s'asseyait pas. Malgré elle est enceinte, elle sautait beaucoup. L'histoire là se déroule en Côte d'Ivoire. Elle disait qu'en ce temps, il y avait trop d'histoires de génies. Quelqu'un dit, j'ai croisé génie sur la route, la nuit, comme ceci, comme cela. Mais malgré tout ça, qu'elle n'avait pas peur de sortir. Donc, elle est tombée enceinte quand elle a fait ses 9 mois. Elle a accouché. Quand Fatou a accouché maintenant, l'enfant est là. Quand l'enfant a la tête c'est sain, ça la fait mal. Elle m'a dit, j'ai dit que c'est ma première fois de faire un enfant comme cela. Je ne sais pas où. Vous que vous avez beaucoup d'enfants là-haut. Quand l'enfant tête là, est-ce que ça fait mal, on dirait qu'ils sont là tirer ton sang? Les gens disent que non, ça chatouille un peu. Sauf si le bébé te mord avec ses gencives. Là, ça fait mal, mais tirer, on dirait sang là. Non, que ça fait pas ça. Elle dit, ah, moi je comprends pas. Pour moi, là, mon enfant là. Et puis il va commencer à têter. Du matin jusqu'au soir, il est dessus. Tant que je ne tire pas pour enlever dans sa bouche, il n'est jamais rassasié. Il est là. Et puis son enfant là ressemblait comme les enfants mongols, bizarres, petite tête, gros yeux, petite tête de serpent comme cela. Et puis il bavait beaucoup. Je ne sais pas si on peut dire à un être humain qui bavait ou si c'est au chien, on dit ça. En tout cas, crachat sautait. Il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, plus de 4 ans. 3 ans, 4 ans, l'enfant ne fait pas 4 pattes, il ne marche pas, il ne fait rien, il est là, il rampe seulement sur son ventre.
Malgré tout ça, là, les gens même se moquaient de l'enfant. Ah, toi et ton enfant et sa petite tête de serpent. Là. Parce qu'on a déjà vu des enfants comme cela. Ils ont grandi, ils vivent leur vie. Ce ne sont pas des monstres. Ils sont là. En tout cas, ils sont un peu toc-toc dans la tête. Mais ils ne font pas du mal à leurs parents. On a déjà vu ça beaucoup. Donc, les gens se disaient que c'est un cas comme cela. Donc, sa maman dit, ah, elle disait tout. C'était ma maman qui était sa confidente parce qu'elle avait même promotion là. Elle avait une autre camarade au dehors là-bas qui venait la chercher chaque fois elles se promener. Elle était tout le temps à la maison, même comme les soeurs même. Elle est devenue comme les soeurs. Donc, quand elle venait causer, elle, ma maman et puis Fatou. Fatou là, c'est la maman de l'enfant. Donc, quand les trois causaient, Fatou dit, ah, et puis j'ai constaté quelque chose. La nuit, quand je me couche là, j'ai l'impression que mon enfant là, il n'est pas dans sa peau, il sort. C'est après les 5 heures, quand on veut appeler la prière nette, je me lève, je vais aller prier là. C'est là, quand je touche le corps de l'enfant là, je sais que c'est l'homme qui est couché. Sinon, là, vers le 3 heures, 2 heures, 4 heures là, l'enfant là devient pâle, on dirait c'est le cadavre qui est couché à côté de moi. Je ne sais pas si mon enfant là, si c'est génie ou c'est l'homme, moi. Je ne sais pas. En tout cas, comme je l'ai enlevé dans mon ventre, je suis obligée d'accepter tout. Je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, il ne s'est jamais transformé devant moi. Mais moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Quand elle a dit ça à les choses de à ma maman et puis sa camarade là, elle a dit que, ah, nous on a déjà entendu les histoires comme cela, hein. L'enfant serpent qui sort pour aller se promener, il sort dans sa peau, il se transforme en serpent, il sort là. Ton enfant là, c'est pas le même cas là. Elle dit non, ça fout là, c'est pas mon enfant n'est pas comme cela. Peut-être c'est moi, j'ai des hallucinations. C'est pas, mon enfant ne fait pas ça. C'est un être humain, il n'a rien d'anormal. Tu vois, elle a dit ça. Quand elle a dit ça, bon, ça persiste, elle a maigri. Elle est enfant comme ça, elle a commencé à maigrir. Elle dit, mais ma maman m'a vu, c'est sa camarade, elle dit, ah, toi là, ton affaire n'est pas claire, tu maigris trop. Dramé, tu nous as dit qu'enfant tête là, matin jusqu'au soir là. Est-ce que l'enfant n'a tête pas toi ton sang? Elles ont dit ça en valval comme cela. La maman a dit que votre histoire là, ça ne me plaît pas, mais ça peut être vrai. Parce que depuis j'ai accouché enfant là, je ne me retrouve plus. Tu as dit, ils sont là me vider de mon sang. C'est là les troisième camarades là maintenant. Parce qu'elles sont trois, ma maman Fatou et puis les camarades. Elle a dit, ah moi je connais une bonne femme qui est dans une ville d'Abidjan. On a qu'à dire un petit village d'Abidjan là. On va aller là-bas. L'histoire se déroule ici à Abidjan. Quand on va aller là-bas, elle lance courir, elle en fait les offrandes au bord de l'eau. C'est une femme de génie, elle connaît tout ça là. On va envoyer enfant là, on va voir clair dedans. Si c'est l'homme ou bien c'est quoi, ouais, on va voir. Faut pas l'enfant là va te tuer pour nous laisser ici. On va aller voir ça. Donc ils se sont apprêtés, ils sont allés l'enfant. Quand ils sont allés l'enfant maintenant, la femme a demandé les sacrifices qu'ils devaient envoyer pour pouvoir faire des rituels. Elles ont envoyé tout. Maintenant, on dit, elle aura déposé l'enfant au bord de l'eau. Elle a déposé, la femme a commencé à faire ces choses. C'est l'histoire réelle, hein? C'est pas les ondits, c'est ma maman même qui a vécu ça. C'est elle qui a expliqué que elle n'a jamais vu quelque chose de tel dans sa vie. Donc, que l'enfant, elle a commencé à faire les incantations, l'enfant s'est transformé en serpent pour entrer dans l'eau. Devant eux, un gros serpent pour entrer dans l'eau. La maman ne croyait pas. Du coup, elle s'est évanouie, ils l'ont soulevé. Pour dire, on te disait que l'enfant n'est pas être humain. Voici ça. Maintenant, elles sont contentes, elles s'envoient à la maison. Mais la maman n'était pas trop joyeuse. Malgré tout, elle se dit, il y avait lien des parents entre eux. Tu vois? Mais quand ils sont allés là-bas, la femme les a dit que non, toi, tu te promenais beaucoup la nuit. Tu étais enceinte, malgré que tu étais enceinte, tu te promenais beaucoup la nuit. Tu te lavais tard la nuit. Que les génies l'ont échangé ton enfant dans ton ventre, ils ont pris ton bon enfant là, ils t'ont donné enfant génie là. Que c'est ça qui a provoqué tout ça. L'enfant faisait 3 ans, 4 ans sans marcher, il rompait sur son ventre. Que c'est un serpent. Ce n'était pas un être humain qui était avec toi. C'est un serpent qui suçait ton sang. La femme là les a dit ça. Maman dit, ils ont ouvert leur bouche comme ça. Hein? Déjà, on faisait un amusement, on soupçonnait, déjà c'était réel. Tu vois? Donc, elles sont venues à la maison. De retour, toutes contentes, tout le monde dit, ah, on s'est débarrassé de ce bébé-là. Ce bébé génie-là, on est venu tranquille. Elles rentrent dans la maison, elles sont retrouvées les bébés sur le lit.
Aïe, elle se demande comment bébé est arrivé ici. Elles sont tombées toutes. Elles se sont évanouies. Ah, elle se réveille, on voit le bébé qui est là. Le bébé pleure encore, sa maman là, il ne sait même pas c'est quel amour qui était entre elle et puis son enfant. C'est ce que ma maman a dit. Hein. Qu'elle a pris bébé là encore, serré bébé là contre elle, donné à téter à bébé là encore. Donc, ma maman et puis la camarade l'a dit encore, Fatou, on a qu'à envoyer l'enfant là encore. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé là-bas, la femme n'a pas bien fait, elle va refaire le travail. Ils sont allés, l'enfant encore, la femme a fait rituel, il s'est transformé en serpent, il est rentré dans l'eau encore. Ils reviennent à la maison où l'enfant est assis. Ah! Maman dit, ah, c'est comme c'est ça là-haut. Limite d'une femme là, c'est 4 fois. On va faire ça 4 fois. Si l'enfant là va pas, on va laisser comme cela. Hein. Nous tous, on va fuir pour le laisser dans la maison ici. Parce qu'on ne sait pas comment on va se débarrasser de lui. Ils ont essayé. 3e fois, ils sont allés l'enfant. Ils sont allés retrouver l'enfant à la maison. Tu as dit c'est fumé. Quand ma maman me racontait ça, il lui a dit, ah, c'est film, tu as regardé, tu es là, me dit, ouais. Elle dit, c'est pas film, j'ai vécu ça, que la soeur là même n'est plus. Mais je la connaissais. J'étais très petit, je la connaissais. C'est pas, elle ne veut pas dire son nom, c'était ma tante. Donc, 4e fois, elle dit, non, c'est bon. La maman même dit, c'est bon, faut pas vous allez vous fatiguer encore. Comme c'est mon enfant, peut-être il est venu spécialement pour me tuer. Qu'il en soit ainsi. C'est mon destin. S'il veut me tuer, là, c'est bon. Moi, je vais l'arrêter, je vais le prendre. Elle est là, elle vient, l'enfant, la nuit, l'enfant sort, il s'en a fait ses bêtises. La femme les a dit tout ça, là, elle a raconté tout ça là, à la femme génie là, que l'enfant là, j'ai l'impression qu'il sort la nuit. La femme là les a dit que oui, il se transforme en serpent, il sort, il s'en à la chasse, il vient avant 5 heures, avant qu'on appelle la prière, il vient rentrer dans sa peau. Tu vois, la femme les a dit tout ça là. Donc, quand l'enfant est venu 4e fois, elle a pris l'enfant, elle est là, elle fait sa vie, l'enfant bouffe son sang seulement. Après un moment, elle a commencé à avoir les petits boutons. Je me rappelle même comme si c'était hier. Malgré était petit, je voyais des petits boutons. Si ma tante là, on dirait quelqu'un qui a gale. Elle a commencé à maigrir, bizarre. On dirait quelqu'un qui a sida. Mais moi, j'étais petit, je ne savais pas c'était quel problème qui était entre eux là-bas. Et puis ici, enfant, il ne peut pas savoir qu'un bébé, c'est un serpent ou bien c'est l'homme. Moi, je ne savais pas tout ça là. Tu vois, sinon, j'étais là. J'ai vu la dame, comment elle se transformait jusqu'à sa mort, mais je ne savais pas que c'était l'histoire. Donc, elle est restée avec son enfant. L'enfant, il s'en fait sa chasse. Chaque jour, il vient rentrer dans sa peau. Elle est restée avec l'enfant jusqu'à l'enfant a bouffé son sang, jusqu'à il restait des os seulement. Jusqu'à un jour, sa maman est décédée. C'est les 3 qui étaient au courant de ça. Ils ne disaient pas à la famille. La famille disait que non, peut-être c'est un enfant qui est toc-toc. Les enfants qui naissent, c'est une maladie mentale là. Peut-être que c'est quelqu'un comme cela, mais ce n'est pas génie. Pas la famille se disait que c'était ça. Donc, eux, ils n'ont pas dit à quelqu'un, ils sont allés là-bas. Mais ce qui s'est passé jusqu'à 4 fois, là, ils ont dit à la famille que, ah, on dit enfant de Fatou, là, c'est pas l'homme de, c'est génie. On a allé tenter jusqu'à 4 fois, il ne veut pas partir. Tout le monde avait peur de l'enfant, là. C'est sa maman seulement qui le prenait. C'était un garçon. C'est sa maman seulement qui le prenait. Il a dit, ah, c'est mon destin. Si tout le monde le refuse, c'est moi, je vais l'enlever dans mon ventre. Même si c'est un serpent, je vais attacher sur moi. Je ne vais pas le laisser tomber. S'il est venu pour me tuer, parce qu'elle avait beaucoup la foi, s'il est venu pour me tuer, il n'a qu'à me tuer, puis ça va finir. Elle est restée là à têter. Les gens la disaient, non, il faut lui donner à manger. 43 ans, tu vas têter encore. L'enfant ne veut pas manger. Ses siens là, lui, veut manger. Déjà, il tire sang de la dame. Donc, quand on lui donne à manger, il ne veut pas. Ses seins, lui, il veut boire. La femme aussi l'a têté jusqu'à un bon matin. On voit que la tante est décédée. Elle est devenue sec comme cela, elle est décédée. Quand elle est décédée, l'enfant était dans la chambre. Hein. Tout le monde a vu l'enfant. L'enfant était dans la chambre. Quand elle est morte net, maman et puis sa camarade, elles sont déjà au courant de ce qui se passe entre l'enfant et puis Fatou. Elles sont rentrées dans la maison net. L'enfant a disparu comme par miracle. Elles n'ont plus revu l'enfant à la maison là-bas. Depuis ma tante est décédée jusqu'à aujourd'hui. L'enfant est monté, il est descendu, on ne sait pas. On dirait qu'il était venu faire un but et puis il est parti. Il est décédé comme cela. Et il n'est pas décédé, il est parti. Depuis ma tante est décédée. Donc, c'était l'histoire que j'avais à vous raconter. Comme j'ai dit, on n'entendait pas bien, je refais ça. C'est que moi, je peux dire aux jeunes filles, là, arrêtez de vous promener la nuit, se laver tard la nuit. Ce n'est pas prudent. Les génies, là, ils sont partout. Ils peuvent échanger votre enfant. Voilà, c'était ma petite histoire.
Bonne continuation, likez et puis partagez, commentez. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Donc, je reviens pour ne pas faire trop d'erreurs. Voilà. En fait, l'histoire que je raconte là, je l'ai vécue moi-même, je suis ivoirienne. À ce moment, j'étais en classe de CE2. C'était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'étais avec ma soeur et mes cousines. Et chaque fois qu'il y avait des veillées funèbres, on partait toujours assister à ces veillées-là, non pas pour assister aux veillées en tant que telles, mais pour regarder le corps. Voilà, le corps sans vie. Voilà, on regardait ça. Et puis, on dit, ah, le monsieur là, il était beau, pourquoi il est mort? Ah, il était comme si, ah, Dieu, vraiment. Et puis, on causait de ça toute la nuit. Ah, je l'ai vu, il était bien habillé. Je connaissais le monsieur, je ne le connaissais pas. Et on racontait ça à nos frères. Donc, une fois, nous sommes partis. Il y avait une veille, on s'est vite lavé comme ça, on est parti. Quand on est parti, avant, à l'ouest, on exposait le corps. Voilà, on exposait le corps pendant les veillées funèbres. Et du coup, j'étais là avec ma petite soeur. Et elle me disait, ah, tu sais que demain, il y a coup, hein. Allons, on va vite regarder le défunt et puis on va partir. J'ai dit, ok. Et du coup, elle m'a devancé. Moi, je suis restée là. J'attendais de partir que les gens diminuent parce que les gens passaient à tour de rôle pour rendre hommage au corps. Donc, les gens passaient. Donc, moi, je t'ai arrêté. Je voyais ma petite soeur et mes autres soeurs là, mes autres cousines parties. Donc, du coup, je me suis sentie figée sur place et puis hypnotisée. Et puis, j'ai senti que tout était noir autour de moi. Tout était noir. À part une petite lumière où je vois un monsieur qui vient en dansant au rythme de la musique qui jouait. Et le monsieur vient vers moi en dansant. Il s'arrête. Et je n'ai pas eu du tout peur. Hein. Le monsieur s'arrête. Et quand le monsieur s'arrête là, il me dit, regarde, en français bien sûr. Il me dit, regarde à ta droite. Je soulève la tête, je regarde à ma droite. Tu vois ces 4 femmes-là? Voilà, c'est elles qui m'ont tué. Le monsieur, je peux dire à peu près, il pouvait être âgé de 35 ans. Hein. Voilà, il pouvait être âgé de 35 ans. Il n'était pas trop âgé. Il m'a dit, ce sont ces 4-là qui m'ont tué. Tu le vois, non? Moi, je n'ai pas parlé, c'est lui seul qui parlait. Tu le vois, non? Ceux qui sont là-bas, là, les 4 dames, là, c'est eux qui m'ont tué. Donc, il faut venir, suis-moi. Rentre dans la foule, il faut dire que c'est elles qui m'ont tué. Il faut dire ça. Donc, je vois le monsieur qui repart. Et puis, un coup, je me retrouve. Pendant ce temps, c'est ma soeur qui me tapait. Oh, tu regardes quoi? Nous, on est déjà parti. Hein. Il faut partir vite, regarder, on va partir. J'ai dit, non, moi, je ne vais plus. Et du coup, étant maintenant, comment on appelle ça? Je peux dire, n'étant plus hypnotisé, je regarde la direction qui m'avait montré à ma droite. Je vois effectivement les 4 femmes, normalement maintenant. Et j'ai dit à ma soeur, mais quand vous êtes parti là, le monsieur là, il était habillé comment? Elle me dit non. Et c'est ce monsieur que j'avais vu qui était habillé en tout blanc, qui n'avait pas porté de chaussures. Et il avait beaucoup de cheveux qui étaient bien peignés soigneusement. Et il était en tout blanc, sans chaussures. J'ai dit à ma soeur, mais quand tu es arrivé là-bas, tu as bien vu le corps. Elle m'a dit oui. Quand on a regardé, les gens même passaient, d'autres pleuraient, d'autres parlaient. J'ai dit, mais il était habillé comment? Elle dit non, il était en tout blanc. J'ai dit, il avait porté chaussures. Elle me dit non. J'ai dit, mais est-ce que sa tête était coiffée, mais il avait beaucoup de cheveux? Elle me dit, ah, il avait beaucoup de cheveux qu'on avait peignés. J'ai dit, ah, ok. Je regarde encore dans la direction des femmes. Je vois encore les femmes. J'ai dit, non, je m'en vais. Moi, je ne reste plus là. J'ai dit, ah, dans tous les cas, c'est toi qui ne vas pas regarder aujourd'hui. Hein. Nous, on a déjà regardé. Donc, on s'est suivi depuis ce jour.
J'avais du mal même à laver mon visage parce que chaque fois quand je ferme le visage, quand je lave mon visage là, j'avais peur. Donc je lavais plus, moi je prenais l'eau et puis rapidement là je rinçais mon visage. Mais avec le temps c'est passé, mais c'est pour dire que le mystique existe vraiment. Ce jour-là, je me dis que si ma soeur n'était pas revenue à temps pour me taper, j'étais en train de partir, de suivre le monsieur pour dire ce qu'il m'avait demandé. Voilà, c'était mon histoire pour la contribution à l'émission. Et merci bien de nous éclairer sur certains faits. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la deuxième page DMG TV Histoire Mystique. C'est très intéressant. Là-bas, on poste tous les 15 heures. Déjà, si tu connais la page, laisse un commentaire. Comme ça, les autres qui ne sont pas encore abonnés vont vouloir aussi aller s'abonner là-bas. Merci. Salut DMG. Bonjour, bonjour. J'ai suivi encore le message. Hein. Merci pour tout le travail que tu es en train de faire. Likez, partagez, likez. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue encore moi-même quand j'avais 7 ans, 8 ans. Quand j'avais 8 ans, on habitait à Kalemi, dans un quartier qu'on appelait Colline Kankomba Tezef. Nos maisons étaient en haut, à la montagne. Et vers le bas, il y avait une rivière. Donc, la rivière s'est séparée d'un lac qu'on appelle lac Tanganyika. Mais la rivière du lac, l'eau du rivière et celle du lac ne se mélangeaient pas. Le lac avait ses mouvements tous les mouvements du lac, hein, en réalité. Mais la rivière là était douce. On avait l'habitude d'aller à la rivière se baigner parce que nos robinets ne coulaient pas l'eau pendant la journée, seulement pendant la nuit. Alors souvent, on faisait la lessive, on s'est baigné à la rivière. Un jour, j'étais avec 7 de mes amis de mon âge, de 7, 8, de 10 ans. On était 7 enfants. On était en train de jouer du côté rivière. Du coup, nous avons regardé vers quelques mètres. Dans l'eau, l'eau était en train de vibrer à un seul endroit. Et cette vibration était en train de venir vers là où nous on était. Par curiosité, comme ça vibrait, on était obligé d'arrêter tout ce qu'on faisait, tous les mouvements qu'on faisait pour regarder, observer cette vibration. Et l'eau vibrait en venant en notre direction. À quelques mètres, il y a une personne qui s'est levée dans cette vibration. C'était une sirène. Elle n'était pas blanche, elle était comme les Indiens, avec des longs cheveux. Quand elle s'est soulevée dans l'eau, elle a juste bougé de ses cheveux. Elle nous a regardés et nous avons crié « Eh !» Elle est rentrée dans l'eau. Elle continue à venir vers nous. Toujours l'eau vibrait à l'endroit où il venait. Donc, à chaque moment qu'il avançait, là où il avançait, il y avait la vibration de l'eau. Il arrive encore à un certain niveau, il sort dans l'eau. Je ne sais pas si c'était une femelle, mais c'était une femelle. Une très belle créature. Il a encore rebougé sa tête. Il est entré. Nous avons crié. Il est entré juste quand nous on criait. Nous avons crié, il est rentré. Après, il ne s'est pas arrêté. Il venait toujours. Alors on a eu peur. Nous avons couru. Nous avons monté la montagne parce que nous on habitait très haut à la montagne. Et arrivé à la montagne, on l'observait toujours. Bon, il s'est fatigué, il a commencé à aller descendre vers le bas, toujours avec cette vibration. C'était ça mon histoire que je voulais partager, dire aux gens que les créatures mystiques existent, les sirènes existent bel et bien. C'était ça l'expérience que j'ai faite quand j'avais 8 ans. J'en ai encore. Likez,
partager. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien et je reviens encore vers toi pour une histoire en rapport avec l'une de tes histoires que j'ai écoutées, en fait des histoires racontées par les internautes que j'ai écoutées par rapport à la grossesse. Et ma soeur, elle était enceinte des jumeaux et quand elle était enceinte, il y avait une personne, une maman, je vais l'appeler Tantine Sophia. Tantine Sophia, elle se confiait souvent chez Tantine Sophia. Tantine Sophia était très gentille avec elle puisque ça faisait des années que elle et Tantine Sophia se connaissaient. La première fois qu'elle a eu à faire l'échographie pour voir et tout, elle est partie chez Tantine Sophia, elle a montré en fait l'échographie à Tantine Sophia. Elle a dit, ah Tantine Sophia, je suis enceinte, j'attends des jumeaux. Tantine Sophia était contente, croyant que Tantine Sophia était bien et tout. À chaque fois qu'elle partait faire l'échographie, elle montrait à Tantine Sophia. Elle laissait Tantine Sophia toucher le ventre. Oh non, l'enfant donnait les coups et tout. Tantine Sophia, elle partait montrer. Maintenant, lors de la grossesse, arrivée, je pense à 4 mois, 5 mois, elle a commencé à avoir des saignements. Mais là, au lieu de dire à Tantine Sophia, puisqu'elle était paniquée, elle a appelé maman. Elle dit à maman que non, moi j'ai des saignements et tout. Et puis maman, comme elle a de l'expérience, elle s'est dit que non, c'est pas normal. Arriver à 4-5 mois de grossesse, 4 mois et demi, presque 5 mois de grossesse, que tu puisses avoir des saignements comme ça. Et puis maman lui a emmené quelque part. On l'a donné une bague et la bague là devait faire office de blocage, en fait, faire en sorte de protéger les enfants, de la protéger elle-même et qu'il n'y ait pas de saignement pour que les enfants atteignent les 9 mois. Et après avoir accouché, les deux enfants, elle a accouché les jumeaux garçons. Les deux garçons étaient mal en point. Le premier qui était né était fatigué, il avait bu beaucoup d'eau. Le deuxième avait bu de l'eau, mais pas tellement comme le premier. Franchement, le premier, il était très très malade. Il était sous respiratoire artificiel. Et le deuxième était là, mais bon, c'était juste pour le suivre puisqu'il avait bu un peu d'eau. Et quand on était à l'hôpital, le père et la mère de l'enfant ont décidé que personne ne devait rentrer voir les enfants. Donc les enfants sont mal en point comme ça. On était juste dehors. À chaque fois que les médecins demandent donner les couches, on donne. Donner ceci, on donne. Donner cela, on donne. Et puis, à un moment donné, comme on a une grande soeur aussi qui est docteur, elle était en train de suivre les enfants de près. Quand il y a une situation qui se détériore, elle sort et dit, ah non, faut moi prier pour les enfants, prier pour les enfants. Maintenant, on est en train de faire la prière. On voit une dame venir en courant, on ne sait même pas d'où elle venait. Peut-être qu'elle était là pour quelqu'un de sa famille, on ne sait pas. La dame est venue en courant. Elle dit que non, priez. Excusez-moi, la dame est venue en courant. Elle dit que non, il faut vraiment prier, il faut vraiment prier. Tout à l'heure, il y a une dame et son mari qui vont venir. Ne les laissez en aucun cas rentrer voir les enfants. Ne les laissez pas rentrer voir les enfants. Elle a parlé, elle était en transe. Elle a parlé, elle avait dit beaucoup de choses. Et je vais dire l'essentiel, elle a vraiment parlé. Et puis, elle est repartie. Comme elle était venue, franchement, elle est repartie. À un moment donné, quand on l'a cherchée, on ne l'a plus trouvée. Après la journée en question, personne n'était venu voir les enfants, mis à part nous qui étions là. Il n'y avait pas eu de visiteurs. Vers les coups de 16 heures fort, on voit 2 personnes venir. On n'avait plus la tête là-dedans. Comme on était un peu triste pour les enfants, tiraillés, on était paniqués et tout. Du coup, on n'avait pas vraiment retenu ce que l'autre dame l'avait dit. Ça nous était sorti de la tête. La dame, elle arrive avec son mari. Et la dame en question, c'est Tantine Sophia. Tantine Sophia arrive avec son mari. Ah, comment ça va? On voulait voir les enfants et tout. Elles sont allées solliciter chez le médecin
Le médecin leur a dit c'est pas possible. Elles sont revenues maintenant, là on était assises. Mais on voulait voir les enfants, on a dit non. Personne ne voit les enfants. Leur père a interdit et personne ne voit les enfants tant que les enfants ne vont pas sortir. Ah d'accord. Elles sont restées là aussi à causer avec ma maman et tout. À causer, discuter avec la maman des jumeaux et tout. Après, ils ont donné leur contribution. Ils sont partis. Dès qu'elles sont parties, DMG, les deux jumeaux, c'était grave. C'est comme si la maladie avait encore empiré. C'est comme si la maladie avait encore empiré. Entre-temps, nous, on avait déjà complètement... On avait complètement oublié les dires de la dame. On n'avait pas fait le lien entre ce qui venait de se passer et tout. Et les jumeaux ont fait quelque chose de 2 semaines. Le premier-né a fait quelque chose de 2 semaines et demie. Et le deuxième-né a fait quelque chose de 2 semaines à l'hôpital. Le premier-né, on l'avait sorti avant. C'est moi qui gardais le premier-né à la maison. Excusez-moi, je me suis trompée. Le deuxième-né, on l'avait sorti avant. Et c'est moi qui gardais le deuxième-né à la maison. Et le premier-né, on l'a sorti 2 semaines et demie après. Quand les enfants sont rentrés à la maison, les enfants étaient fatigués. On a fait quelque chose de 3 semaines. Comme ça, les enfants étaient toujours fatigués. Quand on partait à l'hôpital pour faire des examens, on disait que non, ça va. Ils n'ont rien. Ça va, les enfants n'ont rien. Ok. Et puis, comme ma maman et ma grand-mère sont des gens qui prient dans des églises de réveil, là où il y a souvent des cellules de prière et tout. Ma grand-mère a proposé qu'on emmène les enfants à la prière. On les emmenait à la prière. Arrivé là-bas, la dame a fait les traitements, les enfants ça allait, mais il s'avère que tontine Sophia, depuis que les enfants étaient dans le ventre, d'après ce qu'on a dit à la prière, depuis que les enfants étaient dans le ventre, quand ma soeur lui avait montré l'échographie, en fait, elle cherchait à bouffer les enfants. Il cherchait à sacrifier les enfants. Mais il n'a pas pu lorsqu'on a mis la protection de la bague chez ma soeur. On a donné une bague qui était travaillée pour la protéger. Elle n'a pas pu. Elle s'est dit donc qu'elle devait le faire quand les enfants devaient naître. Une fois arrivée à l'hôpital, elle devait en fait voir les enfants. C'est là où elle allait leur faire quelque chose mystiquement. Et puis partir avec leur âme. Sauf que DMG, comme elle n'avait pas pu voir les enfants, elle a quand même essayé de prendre leur âme en partant. Avant de sortir de l'enceinte de l'hôpital, les âmes sont restées. Quand les âmes sont restées, les âmes sont revenues dans leur corps. Et quand elle est partie, le même soir, les jumeaux, toi-même tu sais DMG que les jumeaux ce sont des enfants mystiques. Même s'ils sont pieux et tout, mais les jumeaux, ils naissent toujours avec quelque chose. Je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais je pense que vous pouvez peut-être avoir eu à entendre ce genre de choses. Et les enfants, le même soir, les jumeaux sont allés taper la dame DMG. D'après à la prière, quand on est en train de nous expliquer, j'ai une voyante. Les jumeaux sont partis, les jumeaux se sont vengés. On tapé la dame, l'ont tapé correctement. On tapé la dame et le mari. Les jumeaux ont tapé correctement le couple. Et puis, effectivement, on a fait le lien. Pourquoi? Parce que après que le lendemain du jour où tontine Sophia était venue, on a appris que non, par ma soeur, elle avait appelé tontine Sophia pour avoir de ses nouvelles et si elle allait passer. On a appris par ma soeur que non, tontine Sophia était malade, elle était gravement malade, elle n'arrivait même pas à se lever. C'est là qu'on a eu à faire le lien. Et c'est aussi pour dire que non, comme la dame avait dit, quand on est enceinte, c'est vraiment une étape difficile et l'accouchement c'est une demi-mort. Faut pas donner l'occasion au diable, faut pas donner l'occasion aux sorciers de pouvoir venir
En fait, il ne faut pas ouvrir la porte. Ce que je vais essayer de dire, c'est ça. Il ne faut pas ouvrir la porte aux gens qui vous veulent du mal. Quand on est enceinte, c'est mieux de conserver sa grossesse. C'est mieux de faire en sorte que les gens ne soient pas au courant, peut-être à part ton mari ou peut-être ta maman. C'est tout, je pense. Peut-être même tes soeurs, si vous vous entendez bien et tout. Il n'y a même pas question qu'une personne qui n'est même pas de ta famille soit au courant. Ah, l'échographie était comme ça. Non. Je pense que c'est bien de faire les choses dans le silence, de faire les choses en catimini, de faire en sorte que les gens soient étonnés en fait. Ah, tu étais enceinte, tu as accouché. Ah, tant mieux. Parce que là, l'enfant est déjà né. Ce qui pousse les gens à faire ça, c'est... L'accouchement, c'est une demi-mort. Maintenant, imaginez si la dame avait essayé de l'attaquer en fait quand elle accouchait. C'est ça en fait. Donc, faut vraiment prendre soin de vous, mesdames, et éviter de toujours divulguer vos grossesses. Évitez de divulguer. Et c'était tout comme histoire pour aujourd'hui. Et j'invite la communauté DMG à liker, partager. Ça édifie beaucoup de gens. Ça édifie beaucoup, beaucoup. Et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Coucou DMG, j'ai encore une histoire pour toi. Et c'est pour raconter l'histoire du décès de la sœur d'une amie proche. Et la sœur de mon amie était souvent malade, elle tombait, faisait des crises. Bon, elle peut rester à l'école comme ça, elle fait une crise. Et elle peut rester comme ça, elle fait une crise. Elle était tout le temps malade. Ils ont essayé d'aller à l'hôpital, ils ont fait toutes sortes d'examens possibles, du cerveau, tout ça. Elle n'avait rien. On l'emmenait souvent dans les prières, elle n'avait rien. Et jusqu'à ça arrivait à un moment donné où le père, en fait, la manière dont le père se comportait, on trouvait ça quand même étrange. Le père, on ne sait pas s'il en avait marre ou comment le père a décidé de ne plus la soigner. Mais c'est la mère qui se battait tout le temps. Quand elle fait des crises, on ramène à l'hôpital. Les médecins disent qu'elle n'a rien. Ils ont fait toutes sortes d'examens possibles. Et puis, quelques temps avant son décès, elle était à la maison allongée. Il a dit à sa petite soeur, ah, va m'acheter tel truc. La petite soeur a dit, non, je ne peux pas partir et te laisser seule. Oh non, je suis seulement là et tout. Va m'acheter encore des trucs. La petite soeur a dit non. À chaque fois, elle cherchait des excuses pour éloigner sa petite soeur. Et puis à un moment donné, elle a commencé à délirer. Et puis, elle a encore fait une crise. Quand on l'emmène à l'hôpital, on refait les examens. On découvre que non, elle a une tumeur au cerveau avancée. C'est comme si ça avait apparu par magie. Or que, et pourtant, on lui avait fait plusieurs fois les examens sur la tumeur. On n'a jamais trouvé cette tumeur-là. On n'a jamais trouvé cette tumeur-là dans les examens. Il a fait plusieurs hôpitaux. On a fait les examens et tout. On n'avait jamais trouvé. C'était normal. Mais juste quelques jours avant sa mort, ils sont allés refaire les examens. Ils découvrent que la tumeur était arrivée au stade terminal. Là, il fallait peut-être un miracle ou je ne sais pas comment. Et quand l'enfant était à l'hôpital, le père ne s'est même pas déplacé pour venir. Et c'est comme ça que, hospitalisée, elle était en défaillance, et puis voilà, elle est décédée. Lors de la veille, on a quand même trouvé étrange le comportement du père. Il était bizarre. Il pleurait même pas, il n'était pas triste, il était là à acheter les gens de la boisson tout le temps, souriant et tout, or qu'il y avait des gens à côté qui étaient en train de pleurer. Mais là, les gens soupçonnent en fait que ce soit lui qui a tué son enfant. Puisque quelque temps après, il a eu une augmentation au boulot. Après que sa fille soit morte, il a eu une augmentation au boulot. Et bizarrement, notre ami en question, quand on fréquentait avec elle, elle faisait aussi les mêmes crises. Elle commençait à faire les mêmes crises. Donc après que sa soeur soit décédée, elle commençait à tomber à l'école. Elle avait maintenant des problèmes d'asthme.
et ne respirait plus bien. Problème de vue, tout le temps malade. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Et elle a eu un boulot. Elle a déménagé de chez ses parents. Dès qu'elle a déménagé, net, les problèmes se sont arrêtés. Elle ne tombe plus malade, elle commence à prendre du poids. On soupçonne toujours que ce soit le père en fait. Même là, pour la fille, elle soupçonne, mais bon. On n'y peut rien. Ce qui est sûr, si c'est lui qui a fait le coup, Dieu seul sait, Dieu seul le jugera. Parce que même quand les gens ils cherchaient à aller faire des fétiches ou bien parler, ou quoi, lui il a dit non, laissez ma fille reposer en paix. Elle est partie parce qu'elle était malade, laissez-la reposer en paix. Et en plus de ça, dans la famille de mon ami, là, ils ont des gens dans la famille, ils ont des parents qui sont politiciens. Donc je me demande, on se demande toutes, nous qui sommes ses amis, on se demande toutes si c'est pas ça, s'ils n'ont pas bouffé l'enfant en fait. Lors de son enterrement aussi, le corps avait fait une de ces scènes. Tu vois, genre plusieurs personnes sont en train de soulever le corps, de soulever le cercueil. Le cercueil ne voulait pas partir. Par exemple, ils avancent avec le cercueil, comme ça le cercueil les fait reculer. On s'est dit forcément. Elle est en train de se plaindre forcément à cause de ça. Voilà. C'était tout ce que j'avais à raconter. C'était court, mais c'était un résumé de l'histoire en fait, puisqu'il y a beaucoup de trucs qui se sont passés. Qui se sont passés lors de la vie. Si je me mets à raconter tout ça, ça prendra du temps. Donc, merci. Et likez, partagez. À la prochaine histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Allô DMG, bonsoir, bonsoir à toute la communauté. J'ai une histoire. L'histoire vient de mon oncle qui a vécu ça. L'histoire, c'est mon oncle qui a vécu ça, s'il vous plaît. Mon oncle travaillait dans une entreprise et à chaque fois, quand il revenait, il faisait escale pour boire et manger aussi. Et souvent aussi, il va sur le campus pour manger et tout. Donc, c'est comme ça un jour, mon oncle revenait du travail et il faisait tard. Il s'est dit qu'arrivé, il ne va pas préparer et tout ça là. Donc, il a fait une escale dans le restaurant du campus. Donc, sur le campus, dans le restaurant, il est assis dans le restaurant. Quand il s'est assis, c'est là-bas, il a commandé son plat de spaghettis et il mangeait. Au même moment, il voyait une fille assise et la fille aussi avait commandé le plat de spaghettis. Donc, c'est ainsi en voulant payer et il a payé le plat de la jeune fille en même temps. Et c'est là-bas ils se sont rapprochés et en discutant, mon oncle lui posa la question: qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Et elle disait que elle attend quelqu'un, que chaque jour elle vient ici, c'est pour attendre quelqu'un. Mais comme lui il est là, il peut vous causer. C'est dans causerie et il s'est mis à draguer. Et c'est là-bas, mon oncle lui a fait revenir à la maison. Ils se sont rentrés ensemble, comme une femme et son mec. Donc, ils avaient passé la nuit ensemble. Donc, la nuit profonde, mon oncle rentre dans la douche pour se rincer. Et à son retour,
il voit que il y a un drap blanc sur son lit, comme genre quand quelqu'un s'allonge et se couvre. Donc, c'était comme ça. Et il regarde dehors, mais il voit la fille. Bon, il y a souvent quand on construit, on met les barrières. Donc, elle était là en train de tenir les choses. Bon, juste comme ça. Donc, mon oncle lui a fait revenir dans la chambre et ils étaient là. Donc, mon oncle trouvait ça un peu bizarre. Et il posa la question à la fille. Mais ma soeur, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui ne va pas? Parce que mon oncle, il commençait à avoir la chair du poule. Il voyait des choses étranges, donc il a posé la question à la dame. C'est là-bas la dame lui a dit, tu sais, j'entretenais une relation quand j'étais sur le campus avec un Togolais. Parce que la fille, c'était une Béninoise. Donc, le jeune homme avait enceinté la fille. Bon, comme eux tous, ils étaient sur le campus, le jeune homme a dit il n'est pas prêt. Donc, il va falloir qu'elle avorte. Donc, c'est le jeune homme qui a cherché le médicament donné à la fille d'avorter. Dans l'avortement, c'est là-bas la fille est décédée. Et le jeune homme a disparu. Et on l'a enterré parce qu'au campus, tout près, il y a des cimetières. Bon, comme elle était béninoise, bon. En plus, le cas de l'avortement et tout, on ne pouvait pas la transférer dans son pays parce que le corps, ce n'était pas possible. Donc, c'est la fille qui est en train d'expliquer à mon oncle. Donc, on l'a enterrée. Donc, à chaque soir, elle revenait pour se venger de ce jeune homme. Mais, bizarrement, le jeune homme ne venait pas parce que quand ils étaient ensemble, c'est dans le même restaurant-là qu'ils mangeaient avec le jeune homme. Et c'est le pourquoi elle venait souvent là-bas pour voir si elle va lui croiser un jour parce qu'elle était sûre d'elle que le jeune homme mangeait toujours dans le restaurant là. C'est comme ça, elle expliquait ça à mon oncle. Donc, mon oncle et la fille a dit à mon oncle, il a eu trop de chance parce que il a été gentil avec elle. S'il n'avait pas été gentil de tout leur trajet, ce qu'il allait lui montrer, c'est Dieu seul qui sait. Mais ce qu'elle va lui demander, il va la transporter au dos, dépasser les rails, parce que c'est après les rails qu'il y a les cimetières. Au profond de la nuit, autour de 1h, 2h du matin. Donc, mon oncle a mis la fille derrière son dos, en marchant, transporter la fille jusqu'à ce que il va arriver les rails. La fille commençait à se transformer derrière le dos de mon oncle en squelette. La manière dont l'oncle expliquait, ça fait rire, mais ça fait peur. Donc, que ça faisait comme quand, je sais pas, quand tu te tires, comme les os se cassent là. Donc, la fille commençait à se transformer jusqu'à il a traversé, il a pris son courage, il voulait jeter, mais impossible. Il a pris son courage à 2 mètres, traverser les rails. Et c'est là-bas il a déposé la fille tout près des cimetières et puis reparti. Dans tout ça arrivé, il est parti directement chez son oncle. Donc son oncle était quelqu'un de voyant. Arrivé, son oncle lui demandait en langue, ah, tu as suivi quelque chose aujourd'hui, tu as vécu quelque chose aujourd'hui, tu as eu la chance.
Tu as eu la chance. Sinon, la fille aurait fini avec toi. Parce que le mort, là, quand il commence par se transformer, là, il ne reconnaît plus l'homme, l'être humain, le vivant. Donc, c'est comme ça, son oncle va lui faire des cérémonies pour se débarrasser de l'âme du corps de la fille. Donc, mes soeurs, mes frères, femmes comme filles, comme hommes, c'est pour dire que dehors est très très grave. Tu vas pour manger ou pour boire, prends ce que tu as à boire. On ne drague pas la fille que tu n'as jamais vue, vous vous croisez, tu commences à la draguer et en même temps la mener chez toi, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Bon, je vais revenir avec une autre histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Salut, ça fait un moment que j'ai commencé à vous suivre. Ça fait pas longtemps. Bon, c'était pour vous raconter quelque chose que j'ai vécu avec une amie. Ça fait quelques années. Au moment là, je vivais au Gabon, je suis gabonaise, mais actuellement, je suis au Cameroun. Et c'était dans la ville de Ndendé, précisément au Gabon. Cette amie, c'était une Congolaise qui vivait avec sa mère, son frère et le mari de sa mère. C'est comme ça qu'un jour, bon, cette amie, on l'appelait Poupée Barbie parce qu'elle était petit décor, tout ça là, très belle. Petite voix, tout. On a pris ensemble du CP2 jusqu'au CM1. On était ensemble. Et c'est au CM1 qu'elle est décédée. Et au CM1, on a fini de composer, tout. Et ce jour-là, elle est passée devant notre maison vers les environs de 17h. Elle est passée pour aller. Avant ça, d'abord, elle nous avait dit à l'école qu'elle avait eu à voir deux messieurs dans une voiture noire. Ils sont venus comme c'est une Congolaise. Elle vendait souvent le manioc net au Carrefour. Pas au Carrefour du Bonheur pour les gens qui connaissent Ndendé. Juste au Carrefour de son quartier. C'est alors comme ça, la voiture s'est arrêtée vers les environs de 20h. C'était une voiture toute noire. Vitres fumées, tout ça. Et le monsieur l'appelle. Ils étaient nombreuses qui vendaient le manioc ici. Donc, les bâtons ici au Cameroun. C'est comme ça qu'elle refuse de partir. Il insiste, elle refusait. Bon, comme il insistait, les gens qui étaient à côté lui ont dit, bon, va voir, peut-être il va acheter le manioc. Bon, c'est comme ça qu'elle ne se lève pas. Lorsqu'elle arrive, elle lui salue, il dit, bon, j'ai besoin de toi. Elle dit, comment ça tu as besoin de moi? Non, j'ai besoin de toi et tout ça. Elle dit, non, tu as besoin de moi comment? Je ne vous connais pas, il y a un souci. Non, vous voulez le manioc? Non, on a besoin de toi. C'est mieux que tu acceptes facilement. On part. Elle a dit non. Elle a dit sinon je vais crier. C'est comme ça qu'ils sont partis. Le lendemain, nous a fait part de ce qui s'est passé à l'école. On lui a dit, bon, sûrement peut-être c'était les gens qui sont quittés de loin, ceux qui font souvent la sorcellerie, vu que c'est une ville où on parle trop, qu'il y a trop de sorcellerie là-bas. Bon, elle est partie. Elle est rentrée chez elle cette nuit. Le lendemain, elle nous a raconté l'histoire. 2 jours après, on a fini de composer. Quand on finit de composer, elle sort. Elle passe devant ma maison pour aller chercher sa nièce au Carrefour du Bonheur. Une petite fille aussi de 7 ans, 8 ans, qui lui ressemblait aussi. Une petite fille très belle. Alors comme ça, à son retour, elle m'appelle. Ah, tel, je suis en train de partir. Je dis, ok, d'accord. Bon week-end. On se voit lundi ou bien dans la journée. Je vais passer à la maison. Elle me dit, d'accord. Elle est partie. Et elle a fait le même geste en soirée. Elle a déposé encore ces choses pour vendre. Et
d'après les rumeurs, bon, c'est proche. On dit que la même scène qui s'était passée s'est encore répétée ce soir-là. Et là, elle n'a pas réagi. Elle n'est pas allée vers eux. Et elle est allée directement à la maison. Elle est même rentrée, autant pour moi, plus tôt que d'habitude. Lorsqu'elle arrive là-bas, à la maison, elle est là couchée. Et tout d'un coup, elle voulait uriner. Elle voulait se mettre à l'aise. D'habitude, il dépose un pot. Comme ils n'ont pas la douche à l'intérieur de la maison, il fait rentrer un pot dans la chambre. Et puis le matin, elle verse. Et ce jour, elle n'a pas fait ça. Elle est sortie, elle est partie se soulager sous le bananier. Elle s'est soulagée. Après, elle est rentrée dans la maison. Arrivée au salon, elle a crié directement « Maman !» Elle est tombée sur le fauteuil. Sa mère dit alors à son époux que « Ah chérie, j'écoute là comme si l'enfant m'a appelé. » Il dit « Non, il n'y a rien. » Elle dit « Non, je pense que c'est l'enfant qui m'a appelé. Laisse, je vais aller voir. » Il dit « Non, ne pars pas. Tu ne pars pas. Laisse, tu vas aller le matin. Elle va t'appeler comment ?» La mère aussi est restée. Le matin, à son réveil, quand elle sort au salon, elle trouve sa fille allongée au salon. Ah! Elle réveille, elle essaie de réveiller l'enfant, rien. Le corps de l'enfant lâche. L'enfant est mort. Oh, comment ça, l'enfant est mort? Donc, comment ça, qu'on appelle le père? Le père vient, il regarde, il dit, ah, elle est morte, il faut l'enterrer. Elle dit, facilement comme ça, là. Je ne peux pas enterrer mon enfant facilement comme ça. Bon, elle insiste. Le monsieur insiste. Elle refuse. Il ne fait qu'insister, elle refuse. Elle a dit non. Que non, ça, c'est pas normal. La personne qui a pris mon enfant, rendez-moi mon enfant. Oh. Elle a commencé à se balader nue dans le quartier. Que rendez-moi mon enfant. Et c'est comme ça qu'on appelle le père de l'enfant qui était au Congo, comme c'était des Congolais. On lui fait part de la situation. Il dit non, c'est pas possible. Il faut leur demander de rendre mon enfant. Dans le cas contraire, ce qui va les arriver eux-mêmes là-bas. Arrivé vers les 9h, mon petit frère se lève, il part acheter le pain. Vu que c'était mon ancien quartier, notre ancien quartier, on a déménagé. Et il part alors acheter le pain dans le quartier en question, juste parce qu'il voulait aussi se balader. Il arrive, il trouve la nouvelle. Il vient, il me trouve, ah, grande soeur, ta copine telle est morte. Je lui dis, on ne plaisante pas comme ça. Il me dit non, elle est morte. J'ai dit c'est faux. Ma grand-mère me dit comment tu peux lui dire c'est faux vu qu'il revient du dehors. Je lui dis non, je ne peux pas accepter ça. Hier soir, elle n'est pas passée ici devant vous. Il dit oui, elle est passée. Est-ce que la mort prévient? C'est là lui m'explique que non, voilà. Sa mère elle se balade nue, elle est en train de pleurer, elle dit ramener son enfant. On s'élève, je me lève, pardon. Je pars tout en pleurant, avec la peur, tout. Je suis arrivée, je trouve que c'est vrai, le corps était allongé au salon. Je dis, oh. Je vois son frère, je demande, ah, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il est en train de pleurer. Il me dit, voilà. Mais lui sait que sa soeur n'est pas morte. Et il sait que c'est le beau-père qui a tué sa soeur. Mais elle n'est pas morte. Lui, c'est ça. On finit par accepter qu'on va l'enterrer. Il dit, ok. Le petit frère, on a d'abord fait le grand frère, pardon. Normalement, il voulait prendre l'âme du grand frère. Ils n'ont pas pu, et ils ont pu avoir l'âme de la petite sœur. Donc, ils ont déposé le cercueil. Le grand frère a cassé le cercueil. Il a dit c'est faux. On a encore amené notre cercueil. On a dit ne casse plus. Dans le cercueil, il a tissé une chicotte qu'il a posée à côté d'elle. Et après, il a déposé les aiguilles à côté d'elle. Et si je ne me trompe pas, il y a eu aussi quelques lames, quelques gilettes à l'intérieur. Et il a parlé sur le corps de sa petite soeur, que si tu n'es pas morte et qu'on t'a tué, toute personne qui a eu à te prendre, tu n'es pas morte normalement, que c'est une personne qui a précipité ton départ. Voici ce que je te donne pour te défendre. Et la sœur, on a allongé le corps de la sœur, tout. Moi, je n'arrivais pas à croire et à supporter. Je suis rentrée à la maison. Ça n'allait pas. Jusqu'à lundi, nous sommes allés à l'école. Il n'y avait que ça qui parlait. Il n'y avait que ça qui passait.
C'est comme ça qu'on nous dit, bon, il faudrait que d'ici la semaine prochaine, on fait un petit don à la maman de l'enfant. On dit, ok, d'accord. Comme elle était dans une chorale aussi, à l'église, on a alors fait, on est allé pour donner l'argent à la mère de la fille. Lorsqu'on arrive, tout le monde, nous sommes là, on parle avec la mère, on a envie de pleurer. Et la mère dit, non, ne pleurez pas, moi, je communique avec ma fille. Elle me dit, je vous dis de ne pas pleurer. Parce que si vous pleurez, vous lui faites du mal. Vous lui faites du mal. Et elle ne va pas supporter, elle va vous chicoter. Donc, elle va vous fouetter avec le fouet qu'elle a là. Avec le fouet qu'elle a en main, elle vous fera du mal avec. On a dit, oh, comment ça, vous êtes en train de communiquer? Elle dit, oui, je communique avec elle. Elle m'a expliqué que c'est son beau-père. Et là, en ce moment, on l'a donné en mariage à une personne dans le cercle, dans le groupe en question. On a donné en mariage à quelqu'un dans ce groupe-là. Et comme elle ne veut pas, on lui force. Elle est obligée d'accepter. Sinon, elle ne pourra plus errer. Normalement, elle serait morte définitivement. Bon. Elle nous a dit ça. On a parlé. On lui a dit de lui saluer et tout. On est rentré. Quelques jours, quelques semaines, on a fait une messe à l'église. Et lorsqu'on a donné la messe, moi je suis une fille musulmane. Donc, normalement, je ne devais pas y aller, mais je suis partie parce que c'était une amie. Nous sommes partis pendant la messe, la chorale. On écoutait sa voix à travers le micro qui chantait avec les autres. Et en dehors de ça, il y avait aussi des pleurs. Donc, quand tu pleurais, elle te fouettait, quoi. Elle te fouettait, te donnait un coup de chicotte, tu commences à crier, tout ça, pour que tu n'arrêtes de pleurer. Bon, moi, mon conseil ici, c'est juste que nous sommes des êtres humains. En ce moment, le dehors, ça ne va pas. L'homme que tu épouses même, tu ne sais pas que celui qui est là pour te faire du mal. Et s'il y a possibilité de faire des recherches sur la personne que tu vas épouser, il faut le faire, maman. Il faut le faire, mes soeurs, mes mères, mes tantes. Il faut le faire. Parce que sincèrement, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes, cette femme a pris son fils, ils sont partis. Ils ne sont plus avec le monsieur. Ils ne sont plus ensemble. Et le monsieur est en train de mal finir. Il est en train de mal finir. Mais si elle savait qu'il allait faire ça à l'un de ses enfants, elle n'allait pas se marier avec lui. C'était juste pour vous raconter mon vécu et essayer de savoir avec qui nous vivons aussi et avec qui nous marchons. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonsoir DNG, j'espère que vous allez bien. Je voulais raconter une histoire. En fait, c'est l'histoire de mes cousines. Voilà, quand on était petit, on partait en vacances. Tous les vacances, on partait au village. Voilà, mes cousines là, elles avaient les parents qui vivaient au village. Maintenant, elles vivaient avec nous en ville. Voilà, elles vivaient avec nous en ville et les vacances, on partait au village. Donc, lorsqu'on partait au village, on partait tous au campement. Voilà, donc on s'en va là-bas, il y a des habitations et tout. Souvent, on peut faire 1 semaine, 2 semaines, souvent, mais on fait 1 mois. Donc, quand on arrivait au campement là-bas, les papas faisaient un rituel. C'est-à-dire qu'ils font la cuisine. Il y a une période où les gars font la cuisine et ils déposent au bord de la rivière. Et bon, évidemment, quand les grandes personnes s'en vont, nous les enfants, on passe derrière, on va manger la nourriture et tout. Déjà, les trucs, comme on appelle ça, les rituels les gars faisaient là. Chacun donnait ses filles en mariage, en truc, comme on appelle ça, au génie de l'eau là. Donc, bon, les années sont passées, tout le monde a grandi et tout.
Et il s'est avéré que nos cousines, là, les gars ne se marient pas. Même quand elles sont dans les foyers, là, ça ne dure pas et puis elles s'en vont. Donc, moi, c'était l'année passée. L'année passée, ma cousine, il y a une autre qui est venue chez moi et elle m'expliquait comme ça que oui, qu'il y a sa camarade là. Sa camarade là aussi, je la connais très bien. En fait, on était tous ensemble, voilà, dans le même, on vient tous du même village. On était tous, quand on partait en vacances, on était tous dans le même campement là-bas et tout. Donc, elle m'expliquait comme ça que sa copine là est partie avertir son papa que oui, il n'a qu'à aller voir les hauts là, que depuis là, quand les gars rencontrent des gens, arrivé un moment, les gars s'éloignent. Voilà, le gars fait bizarre, il s'éloigne. Donc, depuis que son papa est parti, depuis qu'elle allait garer son papa là, tout est rentré en ordre et tout. Il dit, mais attends, de quoi tu parles en fait? Elle dit, ah, que le sacrifice, les gars faisaient quand on était petits et puis on partait ramasser les poulets là pour manger là. Déjà, c'était un truc comme ça. Je dis, aïe, mais comment ça? Nous, on a cru que c'était bon, vraiment, étant petit, on pouvait penser à tout sauf ça. Donc, elle me dit, ah, que ils sont allés demander à les papas. Les papas disent que, effectivement, il a confié toutes ces filles-là à cette eau-là. Il dit, ah, donc c'est ce qui fait que les gars ne peuvent pas se marier. Genre, quand ils rencontrent quelqu'un, quand ça tend vers le mariage, la personne s'éloigne. La personne disparaît du jour au lendemain. Et là, elle me dit, ah, donc elle est partie, elle a essayé d'expliquer à chose, comme on appelle ça, un homme de Dieu et tout. Le gars lui a dit, ah, c'est vrai, il y a la prière, mais il faut aller d'abord faire les sacrifices. Et puis après, maintenant, quand tu te débarrasses de là, tu vas venir, puis on va essayer de revoir. Donc, voilà, c'était un peu ça la petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Commentez, likez, partagez. Vraiment, comme je dis que je vous raconte mes histoires là parce que vraiment, je ne sais pas. Peut-être ça peut être mes dernières voix que je fais avec vous. Ça peut être peut-être la dernière fois que vous m'écoutez. Mais je vais le faire quand même. Ça peut être un souvenir que vous allez rester entendre après moi. Je ne sais pas. La semaine passée, la semaine passée, oui, il y avait un embouteillage pas possible à Niala. Un jeudi soir, je suis assise. Des motos passaient bien, même devant le Sinac là, il n'y avait pas moyen, les motos étaient stannées. C'était grave. Voilà un monsieur grand état géant qui entre. Bonsoir ma fille, elle dit bonsoir papa. Il me dit que s'il te plaît, je peux pisser. Je lui montre là où il y a les toilettes. Il me dit que oui, les toilettes sont au bout là. Le monsieur il part, il pisse. Il ne met même pas 5 minutes, il ressort. Après, il me allait devant, il se rend compte qu'il ne m'a pas dit merci. Il revient, il me dit que ma fille, merci beaucoup. Il dit que papa de rien. Le monsieur tend sa main, je ne vois pas ce qu'il est en train de me tendre. Je dis, papa, c'est quoi? Il dit que non, je vais te remercier. Il dit que non, papa, mes toilettes ne sont pas payantes. Donc, ne te dérange pas. C'est comme si tu étais client et tu es venu te mettre à l'aise. Moi, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de souci. Il me dit que c'est comme ça que vous ratez souvent vos chances ici dehors. Je dis, mais tu n'es pas ma chance. Et tu ne pourras jamais être ma chance. Comment tu peux me dire que tu es ma chance? Ce n'est pas toi que j'attends depuis que je suis assise là. Je vous ai dit que je ne prends pas ce que vous êtes en train de vouloir me donner. Partez avec votre argent. Il me dit que je t'ai dit que c'était l'argent. J'ai dit que je ne voulais pas. Lui et moi, on a essayé de faire les petits problèmes là. À la fin, il y avait tellement l'embouteillage que et les clients qui entraient aussi. Il prend. Je me rends compte qu'il a déposé 500 francs sur la table auquel j'étais assise. Le temps de regarder, je le vois au niveau de la caverne là. Il était en train de bâcher notre monsieur pour partir sur la moto. En me regardant. Ah. Je reste là et dis que, oh Seigneur, tu restes ta part, viens te trouver sur place. L'histoire là qu'on dit là que on vend les gens à cause d'argent là. Papa Goth, j'ai commencé à prier sur l'argent là, sanctifier l'argent là. J'ai un ami qui est venu, il est arrivé, les 500 étaient tout posés sur la table là. Je l'explique le problème. Il me dit que tu as le sel béni ici là. Je dis que oui, j'ai le sel béni. Il me dit que prends le sel béni là, tu mets sur ça, tu pries. Je suis allé prendre le sel béni, j'ai couvert la place là, de la pièce là. Quand maintenant, lui et moi on reste là, on boit. La pièce là est toujours sur la table et couvert avec
avec le sel. Je finis. Il me dit que porte la pièce là, tu peux jeter. J'ai voulu jeter la pièce là en route là-bas. J'ai dit que non, un autre enfant peut passer, il ramasse la pièce là. C'est pas bon. J'ai porté la table là, aller jusqu'à la rigole, jeter la pièce là. Quand je reviens, je me rends compte que ça a fait un gros trou. Donc comme mes tables sont habillées en produit Guinness là, le produit Guinness, la partie de la produit Guinness là, donc presque toute la pièce là a été, c'était comme si ça a été brûlé, comme si ça a disparu. Donc il y a un gros trou sur la table là, auquel ça a fait disparaître la petite nappe du produit Guinness là. J'ai dit au père là que tu as vu ce que ça a fait. Il me dit qu'il n'y avait pas autre chose avant. Il dit que non, il n'y avait pas autre chose avant. Il me dit qu'en tout cas, tu as fait, même si le monsieur là voulait faire quoi, tu as sanctifié ça. Après vers 23 h, il n'y avait plus les clients. J'ai commencé à fermer le bar. À peine je ferme le bar, je sens j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai dit que mais c'est encore quel mal de ventre là. Et quand je regarde en journée, je n'ai pas mangé. J'ai juste mangé des petits coquets de 200 et j'ai bu un jus Cocktail Planète. Quand je me mets en jeûne, à la fin pour casser mon jeûne, c'est ça que je prends. J'ai eu un mal de ventre, je ne suis pas aux toilettes. Je vais chier, ça ne sort pas. Je reviens me coucher. Je reste encore vers 1 h du matin, le ventre me fait mal. C'est comme ça que je reste aux toilettes. Je chie, je vomis. Je chie, je vomis. Je chie, je vomis. J'ai chié toute la nuit, j'ai vomi toute la nuit. Je dis que, oh Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où je m'avais pris le sel béni là encore. Je lance partout dans les toilettes là où le monsieur l'est passé. Je dis que Seigneur, oh, je suis entré dans cette maison sans remède. Si quelqu'un entre avec les remèdes ici, ça ne me verra pas. Pardon. J'ai un casier, j'ai mon couloir avec. Un cas me dit que torche les cacas là. Quand je torche les cacas, mes cacas sont noirs. Je dis noirs. Le temps de sortir aux toilettes, je regarde, il fait un jour. Je dis que ah. Donc, depuis que je suis entré aux toilettes là déjà là, il fait 6 h comment que jusqu'à j'ai fait 4 de temps là-bas dans les toilettes là. La fatigue de ça, je suis entré, j'ai dormi. Je dis que donc on pouvait même venir casser même la porte, je ne suis même pas au courant de ce qui se passe. J'ai dormi. À 13 h, il y a un client qui est venu me réveiller qui veut la bière. C'est là où je suis chaud de dire que mes joues ou comme ça là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti le mal là. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai plein d'histoires à vous raconter, ma famille. Comme je vous le dis, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut mourir. Mais comme ça peut être mon dernier vote, comme je vous ai dit. Tellement ce mois-ci, j'ai eu trop des événements que j'ai dit que je ne peux pas garder ça pour moi seul. Parce qu'un jour, vous allez venir me trouver morte ici. Vous allez commencer à dire qu'on ne m'avait pas trempé. On m'avait pas ceci. On m'avait pas cela. On m'avait pas comme ça. Je ne suis rien. Ça vient me trouver sur place. J'ai trop de tentations dans ce bar parce que ça ne me laisse même pas, franchement. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 10e et dernière histoire. Bonjour DMG. Oui, j'ai une histoire à raconter et je voudrais d'abord vous remercier par rapport au travail que vous faites parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui instruisent vraiment. Il y a, depuis que j'ai découvert votre page, je ne peux même pas faire une journée sans entrer dans votre page. Et il y a de cela 4 jours, je suivais. Il y a une dame qui est venue raconter une histoire que sa collègue a vécue quand elle était très jeune. Et moi aussi, j'ai vécu une histoire pareille. C'est pour cela que j'ai aussi voulu raconter ça. C'est une histoire, mais je ne sais pas comment on va prendre ça. Mais bon, l'histoire est la suivante. Et moi aussi, j'étais très jeune à l'époque. J'avais 12 ans quand ça s'est passé. Ma mère avait des jumeaux. Un jumeau est décédé étant très jeune, à 2 ans et demi. Maintenant, l'autre jumeau qui est resté donc lui et moi, on est restés comme des jumeaux. On faisait tout ensemble. Les gens nous appelaient jumeaux que j'ai remplacé son frère qui est parti. Parce qu'ils étaient devant moi de 2 ans. Donc on était, lui, même à l'école, on faisait la même classe. CP1, CP2, CM1, CM2. Donc on marchait ensemble. Tout on faisait ensemble. Là où il y a l'histoire, c'est que un jour, ma mère est partie au marché. On est resté à la maison. Et chez nous au village, nous on a grandi au village. Au village là-bas, quand ma mère part au marché, elle part au marché à 5 h très tôt quand il fait encore noir.
pour aller vendre ses vivres, comme les tubercules, tout ça là qu'on ramasse au champ pour aller vendre. Elles vont rentrer peut-être, la personne qui rentre tôt, c'est midi, 13h, 14h. Et ça, c'est que si tout ne finit pas, elle ne rentre pas à la maison. Maintenant, ce que les enfants restent à faire derrière, c'est de nettoyer la maison, arranger, laver, s'il y a l'herbe à la cour, nettoyer, que quand votre mère va rentrer du marché, elle vient trouver que la cour, tout est bien, et bien seulement elle prépare vous manger. Maintenant, le jour là, on devait faire les travaux, aller puiser de l'eau, venir laver les assiettes. Et c'était la période, c'était les grandes vacances, la période que les atangas commencent à noircir. Les atangas au Cameroun, ce sont des prunes, commencent à noircir. Maintenant, j'ai dit à mon grand frère là, on était 4. Mon grand frère là, qui est comme mon jumeau, et j'avais un petit frère qui me suivait et une petite soeur. Bon, on devait faire les travaux ensemble. J'ai dit à mon grand frère là que allons d'abord cueillir les atangas. Après, on va venir travailler. Il a dit, ok, d'accord. On est parti. L'atangatier là était minuscule, ce n'était pas trop grand. Mes 2 frères, donc, mon jumeau aussi, et mon petit frère qui me suit, ils ont grimpé dans l'arbre. Cueilli, je ne sais même pas si on a cueilli les atangas le jour là. L'arbre s'est cassé. Mon grand frère s'est retrouvé au sol. Les 2 frères au sol. Mon grand frère s'est retrouvé en train de crier, mon Dieu, je vais mourir, mon Dieu, je vais mourir. Je lui ai dit, ferme la bouche, ne pleure plus comme ça. Si tu pleures comme ça, tu vas aussi mourir. N'appelle pas la mort. Il a fermé sa bouche. Je suis partie, je l'ai attrapé à la main pour qu'il se lève, pour qu'on rentre à la maison. Quand il se lève pour la maison, on n'a même pas fait 10 pas. Il est tombé. Quand il est tombé, je lui dis, oh, arrête, lève-toi pas. Je vois la mousse qui sort de sa bouche. Oh, c'est là que j'écris, alerte. Pourquoi je vais un peu donner le nom de Bruno à mon frère là. J'ai dit, mais Bruno, pourquoi tu fais ça? J'ai crié au secours. Il y avait un de mes cousins qui était, parce qu'on était dans le champ de cacao, les maisons se voyaient un peu de loin. J'ai crié le nom de mon cousin là est venu. Mon cousin là aussi, c'est un petit, parce que si moi j'avais 12 ans, mon cousin là avait 13 ans, et celui qui est tombé sur l'arbre avait 14 ans. C'est là que quand il vient, il dit, oh, appelez les gens, tu ne vois pas comment il fait. C'est là qu'on court. Il court appeler sa grande soeur. Sa grande soeur aussi appelle sa grand-mère, parce que c'est mon cousin. Ils appellent leur grand-mère. Donc, leur grand-mère, là, c'est notre grand-mère à nous tous, parce que c'est elle qui nous a élevés. Nous, on n'a pas connu notre vraie grand-mère, mais c'est elle qui était comme notre grand-mère à nous tous. Elle court appeler notre grand-mère. Ils sont venus. On lui est soulevé. On nous a envoyé aller chercher notre père au champ, là où il était en train de travailler. Mon petit frère et moi, on a couru aller chercher mon père au champ. On est revenu. En revenant, mon père aussi nous a grondé là-bas. Est-ce que je vous ai laissé d'aller chercher machin. On est arrivé. Et quand on est arrivé, on a trouvé que l'enfant de mon grand frère était encore au coma parce qu'il ne réagissait pas. On lui massait même avec de l'eau chaude pour qu'il revienne. Parce qu'avant, quand quelqu'un part au coma, on lui tape avec quelque chose qui est glacé ou bien quelque chose qui est chaud. Au village, je ne sais pas autant parce qu'il n'y avait pas, peut-être la médecine, l'hôpital n'est pas à côté. Tout ça, on faisait ça. L'enfant n'était pas revenu. C'est là que l'hôpital était loin. Je peux dire, on était comme au carrefour. Si on prend le côté droit, et c'est là-bas qu'il y a, je peux dire, le centre, le département. L'hôpital qui est un peu supérieur à l'autre. Là, on était à 5 km. Maintenant, si on prend le côté gauche, là-bas, l'hôpital est à 4 km. Et là-bas, c'est quand le cas est trop grave, là où c'est 4 km, là qu'on vous amène à 5 km. De l'autre côté. C'est là que mon père a dit, ok,
Mon père a mis son enfant au dos avec ses frères du village. Ils ont parcouru. J'étais avec eux, on avait fait presque 1 kilomètre en allant là où l'hôpital est plus supérieur à l'autre. C'est là qu'il y a un de mes oncles qui a dit non. Je préfère qu'on retourne là-bas parce que vous n'aviez pas l'argent pour aller lui soigner. Il faut qu'on retourne là-bas. C'est là que mon père a dit, ok, vous aviez raison. Parce que si on part là-bas, peut-être l'ordonnance, la facture peut être plus élevée. Et là-bas, on peut nous soigner gratuitement et peut-être avec peu de moyens. C'est là qu'on a fait demi-tour encore. On est parti, arriver à la maison, reprendre la route pour aller là où c'est moins cher. On est arrivé là-bas quand ma mère... Moi, je ne suis plus partie, je suis restée. C'est ma grande soeur qui est partie avec eux. Nous, on est restés. Quand ma mère est rentrée du marché, on lui a dit, parce que le temps, j'avais 12 ans, c'était en 93. Donc, il n'y avait pas encore de téléphone, surtout au village. Pas de téléphone. Donc, on attendait seulement que quand quelqu'un va arriver, c'est là qu'on va vous annoncer le problème. C'est quand elle est arrivée, on lui a dit que voilà, son enfant est tombé de là maintenant. Mais c'était avec 14 heures, il parlait déjà. Ma mère a dit, quoi? L'enfant de qui? Ma mère m'a pris. Toujours moi. On a marché, on est retourné là où on devait l'amener. Que les gens ont dit que mon oncle a dit non, on ne doit pas aller là-bas. C'est là qu'on est parti. Chercher la voiture. Parce que là-bas, c'est un chef de département. Donc là-bas, il y a un peu la circulation, plus que de l'autre côté. On a trouvé la voiture. Quand on est venu, louer une voiture pour aller soulever mon frère là, pour l'amener à l'hôpital. Maintenant, quand on est arrivé à l'hôpital, on est parti prendre mon frère là, c'était déjà aux environs de 17 heures. La marche, pour marcher aussi, pour aller chercher la voiture, faire les 5 km là, et la voiture n'est pas garée. C'est juste faire le stop s'il peut entrer de là jusqu'à là où il devait aller chercher l'enfant. C'est plus de presque 10 km. Donc, il faut proposer une somme un peu pour que les voitures acceptent. On est arrivé, on a pris mon frère, on lui a ramené. Quand on est arrivé à l'hôpital, c'était à 17 heures. Il restait seulement les médecins de garde. Il n'y avait pas le docteur, tout le monde était déjà rentré. C'est là qu'on a pris soin de mon frère. On a dit, comme il pleure le ventre, il ne faisait que dire mon ventre. C'est là qu'on a dit, ok, on attend le docteur demain à 8 heures, on va l'opérer pour voir peut-être s'il ne s'est pas fait mal au ventre ou bien peut-être en tombant, peut-être quelque chose c'est éclate. Donc on va voir demain avec le docteur. Malheureusement, dans la nuit, mon frère a rendu l'âme à 1 heure du matin. Et comme il n'y avait pas encore les morts au village, on a amené le corps. Ma mère et moi, on est toujours sortis dans la nuit, chercher une voiture pour pouvoir soulever le corps de mon frère, l'amener au village pour l'enterrer. Mon père n'était même pas venu à l'hôpital. Mon père restait, il devait venir tôt le matin parce que c'est lui qui était avec lui là-bas. Quand ma mère est venue avec la voiture pour lui soulever, mon père est rentré à la maison. Il a dit qu'il va venir dans la soirée. La soirée là, il n'est pas venu. Le lendemain, il devait venir peut-être très tôt le matin, on ne connaît pas. Maintenant, l'enfant est mort dans la nuit. Ma mère et moi, on a cherché la voiture. On a mis le conseil. Nos cris seulement qu'ils les ont réveillés, que l'enfant est décédé. On a pleuré. Là où mon histoire est semblable à celle de la dame là, c'est là où sa mère a accusé sa fille d'avoir tué son enfant dans le puits. Et moi, ma grand-mère a dit que c'est moi qui ai tué mon frère. Et ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Mais Dieu merci, de mon côté, à part ce que ma grand-mère avait dit, la famille n'a pas fait allusion à ça. Mais moi, c'est toujours marqué dans mon cerveau. Comment je pourrais tuer mon frère? Et pour la dame là, on a banni la petite fille de 13 ans du village. Elle est partie. Elle était revenue dans son village quand elle avait 13 ans. Quand elle avait 20 ans. Maintenant, sa mère lui est aperçue de loin, avant qu'elle mette même les pieds à la concession pour venir rendre visite.
que peut-être l'histoire, machin, dès que sa mère lui a vu, sa mère a encore commencé à crier sur elle que ne mets pas pied ici là, tu as tué mon enfant junior, tu as tué mon enfant junior, je ne veux pas te voir. Elle est retournée. Mais la dame ne nous a pas dit ce qui est arrivé après ou bien elle s'est réconciliée avec sa famille. Mais de mon côté, mes parents n'ont jamais sorti le mot là de sa bouche. Mais ma grand-mère m'avait dit, c'est moi qui ai tué mon grand frère. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Donc je ne sais pas comment dire, peut-être quelqu'un aussi peut se retrouver dans de pareilles situations. Pardon, ne donnez pas tort aux innocents. On ne sait pas, peut-être aussi c'est Dieu qui a voulu que ça arrive. On ne sait pas, d'autres peuvent aussi passer par là pour accuser des innocents. Donc c'était juste cette petite histoire-là que je voulais vous faire part. Mais c'est toujours dans ma tête. Et ça me donne toujours les remords à tout moment que si je savais, je disais qu'on ne devait pas aller chercher les Atanga, tout ça là, mais les faits, c'est passé. Je vais mourir avec ça. Merci beaucoup, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez-moi des likes, laissez des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à venir regarder les vidéos. Voilà. Sinon, j'espère que vous avez envoyé vos histoires aussi sur le numéro WhatsApp à l'écran. Là, c'est le plus 237 55 81 90 17. Et voilà.